ces portes-là, c'est tout blindé. Ça veut dire qu'ici, on est en souterrain, on est dans un vrai bunker. Okay, donc, on est complètement sécurisé. Ça veut dire que cet endroit il peut continuer à marcher, même quand il y a des alarmes, quand il y a des sonneries à cause de missiles. Okay, donc ici, ils peuvent continuer à travailler en toute sécurité et cet endroit, il travaille 24 heures sur 24 sans arrêt. On va commencer par ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant le 7 octobre, nos laboratoires ne se trouvaient pas ici. C'est tout nouveau. On commence à travailler ici concrètement le 10 octobre. Donc avant ça, la grande banque du sang et les grands laboratoires se trouvaient à Tel HaShomer, qui se trouve à côté de Tel Aviv dans le centre du pays. Et c'était un endroit beaucoup plus petit. Au sein de l'hôpital ? Oui, à l'hôpital, là-bas. Il y avait une banque du sang du MDA, mais c'était un endroit beaucoup plus petit, beaucoup moins sécurisé. C'était pas sous terre comme là où on est aujourd'hui. Et c'était moins technologique. Là, on est vraiment à la pointe de la technologie, on peut dire. On a les dernières machines, on est vraiment en train d'automatiser le plus possible tout le processus. Donc, on va voir ce qui se passe ici. Passer un petit peu dans les machines. Comme les tubes qu'on peut voir ici. Voilà. Ok. Donc, les tubes sont récupérés et ici, ils vont passer tous les tests pour vérifier que le sang est bien pur, bien propre et peut être donné sans danger ou blessé. Okay. Donc ça, c'est le début de tout le processus. Alors, il n'y a pas de chiffre vraiment précis par jour combien on reçoit de poches de sang, mais idéalement, il faudrait en recevoir plus de 2000 pour qu'on soit sans risque, 2000 poches chaque jour. Okay, pour qu'on soit sans risque de manque ou quelque chose comme ça. Okay, donc, les petits... et ils vont passer le test ici, et tout ça c'est automatisé. La poche, ça fait combien de millilitres? Alors, c'est 500 millilitres. Fois 2000. Ok. Donc chaque personne qui fait un don de sang donne 500 millilitres, je me comprends le nombre de 1000 par jour. 1200 par jour. Donc, en parallèle, la poche de sang elle-même elle est envoyée de l'autre côté du couloir. Donc, on va aller voir ça. 2000 poches qu'on doit recevoir par jour, on ne peut pas avoir. Donc, 2000 poches, on peut pas. Donc, tout le monde est là. Donc, comme on a dit, une fois que ça a passé tous les tests et que le sang il est bien pur, il est bien propre, ici, on va commencer à travailler le sang. Donc, la pochette, elle va être passée dans une centrifuge pour commencer à séparer en différents composants. On va séparer les globules rouges, les plaquettes, le plasma, et chaque composant a ses attributs à lui et il a
une chaîne de froid à conserver spéciale à lui-même. Regardez, elle vous montre. Voilà, alors on a le plasma, c'est ce qui est jaune. Ok. Voilà, et ça c'est une pochette de sang. Et dans sa machine, elle va la séparer. Voilà. Et ici, ça travaille 24 sur 24. Et voilà, donc ils vont tout séparer. Et tout ça selon, c'est des commandes qui sont préparées selon les demandes des hôpitaux et de l'armée. Parce que le Magen David Adom, il récupère tout le sang dans tout le pays, c'est lui qui va le travailler et va le redistribuer. 90% du sang qui est donné dans les hôpitaux, c'est du sang que c'est le Magen David Adom qui l'a récolté. Et 100% du sang qui est donné à l'armée, c'est le Magen David Adom. Après, les hôpitaux ont leur propre petite banque de sang, mais c'est pas aussi... ouais, voilà. Chaque poche de sang a son barcode, a ses informations, tout est bien réglé. Ça, si jamais on se rend compte que telle poche de sang a un problème direct, on peut vite la retrouver facilement et l'enlever et qu'elle n'arrive pas par erreur chez un patient. Et tout ça est préparé ici. Et voilà, on peut les voir travailler. Donc, après, c'est ici la preuve. le sang arrive à la station finale, les pochettes arrivent à la station finale, et elles arrivent à notre centre de distribution. Donc ici, on peut dire c'est un peu le Amazon du sang, Amazon, Shein, je ne sais pas. Donc ici, c'est la préparation des commandes. Okay, on peut voir de l'autre côté, on a une vitre. Donc en fait, on a une allée pour que, par exemple, les gens de l'armée et des hôpitaux puissent venir avec leur camion, ils viennent, disent bonjour, je suis de tel hôpital, je viens récupérer ma commande. Et les équipes peuvent directement lui donner sa commande. Et le livreur continue sa route vers sa destination. Ça se fait en ligne avant? Pardon? Ça se fait en ligne avant? En ligne. La commande. La commande c'est fait par les hôpitaux face au MDA. Et voilà, tout ça c'est par téléphone, voilà, enfin, c'est, voilà. Et tout ça c'est géré par ici, du coup la récolte des commandes. Voilà. Il est donné par des bénévoles, okay, et il est redistribué aussi gratuitement vers les hôpitaux. Le MDA ne reçoit pas d'argent sur ça. En moyenne, vous avez combien de commandes par jour, par mois? Ça dépend de la situation. Alors, ça dépend de la situation. Par exemple, après la guerre, pendant la guerre, il y avait énormément de demandes puisqu'il y avait énormément de blessés. C'est vrai que pendant le 7 octobre, pendant cette période-là, il y a eu énormément de personnes qui sont venues donner leur sang. Puis après, il y a un peu une rechute du coup des bénévoles. Et surtout que chaque personne qui donne son sang peut donner une fois tous les 3 mois. Okay, donc, toutes les personnes ont donné tout d'un coup. Puis après, il y a une petite pause où du coup, on se retrouve dans un état où on manque un peu de sang. Et puis, en ce moment, on fait beaucoup de campagnes pour récolter du sang, parce qu'on a beaucoup de besoins, et on a beaucoup de blessés, et voilà. Donc, c'est vraiment, ça dépend des situations, mais c'est vrai que pendant les situations de guerre et tout ça, il y a plus de... Alors, ici on se trouve 15 mètres sous terre. C'est l'endroit le plus sécurisé, je dirais pas du pays, mais en tout cas ici, c'est l'endroit le plus sécurisé. Si jamais il se passe quelque chose, on est bien. 15 mètres sous terre. Hop, allez-y, d'accord.
Donc, alors, ici se trouvent tous nos stocks de sang et de lait maternel, parce que le Magen David Adom aussi s'occupe du lait maternel, de le récolter et de le distribuer. Donc ici on peut voir c'est le congélateur. Et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a vu dans la porte d'à côté, c'est là-bas qu'on a tous nos systèmes NRBC. Ça veut dire que ici c'est sécurisé pour toute attaque nucléaire, chimique. On est prêt à toutes les éventualités. Donc ici, on a vraiment un système qui fait qu'on a tout est sécurisé. Et je vous présente la capsule. Donc la capsule, c'est notre stock de secours de sang. Donc, ici, on a plusieurs milliers de poches de sang qui sont gardées pour le cas de grosses catastrophes. Donc tout l'immeuble peut ne plus marcher. Ici, le stock, les frigos continuent à marcher avec l'électricité, avec filtration d'air, plusieurs jours sans que tout autour ne marche. On peut voir ici un peu, vous pouvez voir un peu la construction de la capsule. Et on est à 15 mètres sous terre. Ouais, on est à 15 mètres sous terre, c'est le plus bas ici. Et comment se fait la récolte du lait maternel? De la même façon qu'on fait la récolte du sang? Justement, je vais en parler. Donc, ici, voilà. Donc, ici se trouvent les frigos du lait maternel. Il est conservé à moins 30 degrés. Donc, le lait maternel, c'est assez récent. Jusqu'à il y a quelques années, le Magen David Adom ne s'occupait pas du lait maternel en Israël. C'était un groupe Facebook privé de personnes qui s'aidaient entre elles, qui proposaient leur sang. Il n'y avait pas vraiment... leur lait, oui, pardon. Et c'était vraiment... c'était... on peut appuyer là-bas, de l'autre côté. Ouais. C'était pas vraiment réglementé tout ça. Ok. Donc, le ministère de la Santé, il a vu ce groupe Facebook, il a dit c'est pas possible que ça soit géré comme ça, il faut que ça soit bien propre et bien organisé. Donc, il a rajouté ce service sur le Magen David Adom. Donc, dorénavant, c'est le MDA qui s'en occupe. Donc, les femmes qui veulent donner leur lait contactent le MDA. Le MDA va leur amener des vocaux avec les règles, comment bien conserver le lait chez elle à la maison, dans son congélateur, dans son frigo. Elle reçoit toutes les règles, comment bien le faire. Et puis, on a des petites camionnettes qui vont aller récupérer le lait chez les personnes et le ramener ici. Ici, il va être travaillé, vérifié qu'il est bien propre, qu'il n'y a pas de problème et il n'y a pas de maladie ou je ne sais quoi. Et tout est conservé ici. Et puis après, les hôpitaux ils sont en contact avec le LDA et tout est redistribué. Vous en récoltez et vous en distribuez combien par mois ou bien par semaine? Je ne pourrais pas vous dire des numéros, voilà. Mais par an, on parle en plusieurs centaines de milliers de poches de lait. La garantie concernant le sang stocké là comme réserve, c'est combien de temps? C'est une garantie, durée de vie de ce sang? Alors, le sang, ça dépend quel composant, quelle partie du sang. Comme on a dit, le plasma, quand il est congelé, il a une durée de vie assez longue, plusieurs mois. Par contre, les plaquettes, par exemple, elles ont une durée de vie de 5 jours. Okay. Donc, chaque composant a sa durée de vie et puis c'est renouvelé de temps en temps. Bien sûr, on fait des changements pour que le sang qui soit resté là-bas soit toujours en quantité suffisante. Voilà, ça si jamais il se passe quelque chose, c'est du sang qu'on peut vraiment utiliser et pas du sang. Ouais, c'est ce que je disais, le lait aussi est très très périssable. Ça durée de vie. Alors, il est congelé, il peut se garder très longtemps. Oui.
Plusieurs mois. Ça peut faire 6 mois. Bien plusieurs mois. Et oui, c'est À 30 degrés, gratuit. 6 mois. Mais si c'est congelé, oui. Plusieurs mois. Oui, le lait maternel peut se C'est pas conserver simple. plusieurs C'est mois. un Il est congelé congélateur. à moins 30. Ok, à moins 30 degrés. Oui, 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 à moins 30 degrés. Je pensais que c'était à 30 degrés. Ah non, non, moins 30 degrés. Non, du coup, c'est pas congelé si c'est à 30 degrés. Oui, il est bien gelé. Le 7 octobre, elle a eu un rôle très important puisqu'il y a des enfants qui ont perdu leur maman, des enfants qui sont devenus orphelins et qu'ils ne pouvaient plus recevoir du coup le lait de leur maman. Donc ça a eu un rôle très important. Et à part ça aussi pour les mamans réservistes qui sont parties servir le pays. On a une histoire d'une pilote qui est partie et du coup elle a pu recevoir du lait pour son enfant. Voilà. Donc ça c'est aussi... Ici, on se trouve dans le centre de logistique du Magen David Adom. Okay. Donc, ici, on a tout. Ouais. J'espère que tout le monde m'entend. Faire mieux. Donc, ici, on se trouve dans le centre de logistique du MDA. Donc, on a ici nos garages avec, je vais vous parler tout de suite de tous ces véhicules-là. Et on a ici toute la réserve. Donc ici on a du café au papier de toilette au matériel médical de nos équipes. Donc, tout se passe ici, tout est préparé ici. On peut voir aussi des bénévoles juste derrière nous qui sont en train en ce moment de préparer du matériel pour nos équipes. Voilà, parce qu'on a aussi des bénévoles qui viennent, qui nous aident à préparer le sac et tout le matériel. Voilà. Alors, tous les véhicules que vous voyez ici, c'est des véhicules assez spéciaux. Ce ne sont pas des véhicules qu'on utilise tous les jours, mais ils stationnent ici et ils sont très utiles en cas d'événements assez spéciaux. Okay. Donc, je vais vous montrer déjà ce véhicule-là. Ce véhicule, un bus de soins intensifs. Okay. Donc, ces bus-là, ils ont 7 lits de soins intensifs. Combien? 7 lits. 7 lits de soins intensifs plus un lit de soins médicaux de premier de basique. Okay. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un hôpital sur roue. Donc on peut s'occuper de plusieurs patients en même temps et on peut avoir plusieurs équipes qui se baladent entre les patients. Donc comment ça marche? Ici on a en général le matériel, les sacs à dos et les valises. On a un système d'élévateur, d'un ascenseur, okay. Vraiment un ascenseur pour le lit, va rentrer le malade, le lit celui-là et il va monter notre véhicule. Comme je disais, on a ce qu'on appelle les blocs mobiles. Donc, comme son nom l'indique, c'est pour le sang. Donc, ce bus-là, par exemple, il y a à l'intérieur des lits, okay, des lits, du matériel.
pour tout ce qu'il faut pour les personnes qui veulent donner leur sang. Ça veut dire que je n'ai même pas besoin d'une structure, d'un bâtiment. La personne qui veut donner son sang, il suffit que le MDA prenne le bus, le ramène sur une place publique, un endroit avec beaucoup de foule de personnes. Il vient, la personne monte, donne son sang et repart chez elle. Ça veut dire qu'on va vers les personnes. On n'attend pas qu'ils viennent Vers les donneurs, nous. oui. On va vraiment vers eux et on met ces bus-là à disposition. On en a plusieurs qui sont même très souvent, par exemple à Jérusalem, en face de la station de bus de la ville. On a vraiment un camion et là-bas il est tous les jours et les gens peuvent venir donner leur sang et voilà. Donc ça c'est un peu... On verra les blindés. Pardon? Les blindés. Les blindés? Ils sont ici ou ils sont... Alors, je vais voir si on en a une ici. Je n'ai pas l'impression qu'on en a une ici, mais les blindés, elles sont dans leur station. D'accord. Ici, on a plutôt les véhicules spéciaux qui sont, ils sont d'astreinte. Ils sont pas dans, ils travaillent pas tous les jours ces bus-là. On n'en a pas besoin tous les jours. On en a besoin dans les cas d'extrême événement. Ok? On a d'autres sortes de flottes mobiles. On a des plus petits camions, des plus grands camions. On a des camions qui juste ils vont récupérer le sang et le dispatcher. On a plusieurs. Alors, je voudrais m'attarder sur cette ambulance-là. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'il lui est arrivé quelque chose. Donc, ça, c'est une ambulance de soins intensifs de Tel Aviv, assez récente, qui a été touchée pendant la guerre des 12 jours l'année dernière, juin dernier. La guerre des 12 jours, c'est-à-dire qu'avec l'Iran. Oui, avec l'Iran, il y a eu des attaques avec l'Iran. en 2025. Exactement. Donc, l'histoire de cette ambulance, c'était une ambulance qui était en garde à Tel Aviv. Dedans, on avait 2 paramédics, Eti et Noah, notre équipe. Elles étaient en garde et puis au centre, on a reçu les Alas. On leur a dit d'aller se protéger, bien évidemment. Et puis, quelques minutes après, on reçoit un appel de citoyens qui nous disent « Oui, vous avez une ambulance qui a été touchée ». Donc, nous, on essaye direct d'appeler dans la radio cette équipe. Personne ne répond, on essaie, ça ne répond pas, ça ne répond pas. Après quelques minutes, l'équipe nous a enfin répondu au téléphone et il s'avère que, avec beaucoup de chance, elles sont parties se cacher, vraiment quelques minutes avant, elles sont parties à côté, se cacher derrière un mur. Et on a juste une de l'équipe qui a été très légèrement blessée sur le bras. Et elles n'ont pas été touchées grièvement. Grâce à l'alerte, en fait, elles ont entendu l'alerte. Grâce à l'alerte et grâce qu'elles sont parties se cacher. Très important de se cacher, de se protéger. Mais on peut voir les dégâts que ça fait. Et ça, c'est juste un débris qui est tombé à côté de l'ambulance. Juste le petit débris qui est tombé à côté de l'ambulance, ça fait tous ces dégâts. Oh. Okay. Donc, si elles étaient dans l'ambulance, ça aurait pas fini de la même façon. Vous avez choisi de garder ça comme un symbole de résistance et Pour montrer en fait, vraiment, de travail. oui, pour comprendre en fait à quel point c'est extrême quoi, la situation. On peut vraiment voir en fait. Et comment elles vont? Elles continuent de servir? Oui, elles continuent de travailler. Elles vont très bien aujourd'hui. Dove viene?